Le 24 mai 1939, Ian Fleming est invité à déjeuner au restaurant Carlton Grill de Londres. Il est alors accompagné non pas d'une jolie femme, comme à son habitude, mais d'un homme, bien plus âgé que lui. Cet homme est un officier de très haut rang, l'un des plus hauts qui puisse exister dans la Royal Navy et l'armée britannique. Cet homme est le patron du NID, la National Intelligence Division, autrement appelé le Bureau 39, le service de renseignement naval, l'un des fers de lance de la stratégie militaire de sa glorieuse majesté. Cet homme est le contre-amiral John Henry Godfrey, et le déjeuner auquel il assiste est tout simplement son entretien d'embauche pour entrer dans les services de renseignement. Godfrey recherche à étoffer ses équipes, en préparation du conflit avec l'Allemagne qui est à présent devenu inévitable. Il est en charge de toutes les interceptions radio et de la surveillance des télécommunications en mer. Cela passe par les écoutes, casser les codes militaires allemands comme le très célèbre code Enigma, mais également la triangulation radar pour définir les positions des bateaux ennemis ou alliés, repérer les sous-marins U-boats et de pouvoir assurer la sécurité des liaisons marchandes avec les autres pays, et en particulier avec les USA. Plus de 2000 hommes et femmes sont sous ses ordres et plusieurs services sont sous sa direction, ainsi que divers centres de recherche, dont l'ancienne école de Fleming, Dunford, reconvertie en zone militaire d'expérimentation sur les radars, ou bien encore la bien connue Bletchley Park, où sont également recrutés de brillants esprits reconvertis en casseurs de codes ennemis, incluant sa propre fille Kathleen Margaret Godfrey, étant elle-même une briseuse de code particulièrement douée. Or, comme dans tous les services administratifs, Godfrey est en concurrence officieuse avec le MI6, le centre d'espionnage principal du royaume, spécialisé lui dans le renseignement humain. Le service est alors dirigé par Stewart Menzies, qui se fait appeler C, et qui est tout comme Ian, un ancien d'Eton et un membre du Gentleman's Club des Whites. D'autres services coexistent, et il est primordial de pouvoir faire passer les informations d'un service à l'autre. C'est là que rentre en compte le rôle d'aide de camp de Ian Fleming. L'amiral ne souhaite pas avoir un adjoint qui serait alors perverti par les relations de hiérarchie, ce qui pourrait être influencé par tel ou tel service. Ce qu'il cherche donc en Fleming, c'est un adjoint qui ne soit ni un militaire, ni un politique. Une personne capable de synthétiser des idées non formatées et de pouvoir passer outre la bienséance hiérarchique. Bref, il veut quelqu'un qui lui soit fidèle, franc, indépendant, capable d'initiative. Godfrey espère faire du NID le principal pourvoyeur de renseignements à la place du MI6, lequel est sous le contrôle du Foreign Office. Mais comment donc Ian Lancaster Fleming a-t-il pu atterrir ici, dans un poste aussi délicat, sans aucune qualification apparente? Pourquoi lui? Que signifie ce rendez-vous improbable entre un ponte des services de renseignement anglais et un banquier nymphomane? Tout ceci aurait, peut-être, été organisé dans l'ombre par Gilbert Russell, le mari de Maud, son ami et ancien patron de la banque Cullen Co. Car selon lui, Fleming avait toutes les compétences que recherchait l'amiral. Ainsi qu'être imaginatif, connaître parfaitement les tactiques militaires depuis Sandhurst, connaître le fonctionnement du Foreign Office, être polyglotte, russe, allemand, français. Mais surtout, Ian connaît bien la mentalité germanique et la géographie. Il possède une capacité d'analyse, d'observation et de rédaction rapide propre à son ancien métier de reporter chez Reuters. Même si cela pouvait être insolite et négatif à première vue, son parcours depuis le début, toute sa formation, toute son éducation, l'a en fait poussé sans qu'il le sache vers ce poste des services secrets. De plus, il est connu de certains agents comme Hernan Forbes de Nice ou Peter, son grand frère, qui lui aussi est rentré en contact avec le MI6. Bref, en août 1939, Ian est déjà largement connu des services secrets et de l'amiral avant même de l'avoir rencontré pour le déjeuner. Dès lors, le jeune homme accepte l'offre que lui propose l'amiral, et après une courte période d'essai, il est promu membre permanent de l'organisation sous le code 17F. Il devient agent de liaison entre les différents services et lieutenant de la Royal Navy,
alors qu'il n'a jamais mis un pied sur un seul bâtiment militaire. Le nouvel officier prend immédiatement ses fonctions au sein du bâtiment de l'amirauté. L'endroit est d'ailleurs immortalisé en reflet sur la plaque de cuivre du film Au service secret de Sa Majesté et dans No Time to Die, où on peut voir le nom du club cubain El Nido, comme une très jolie référence espagnolisée à cet organisme d'État, le NID. Le bureau 39 se situe au rez-de-chaussée de l'immeuble. Il s'agit d'un petit enchevêtrement de salles et de couloirs où grouillent des dizaines de personnes, secrétaires, officiers, ingénieurs. Dans son espace à lui, à côté de la cheminée, se trouve une lourde porte matelassée qui le sépare du bureau 38, celui de l'amiral Godfrey. Mais si au départ Fleming pense récupérer un travail de bureau tranquille, il se rendra vite compte qu'il n'en est rien. Car Ian est en fait au service de son M, Godfrey. Il croule littéralement sous les appels téléphoniques, la paperasse, les notes d'ici et là. Il court d'un bureau à l'autre, d'une réunion à l'autre et passe son temps à les résumer pour son patron. Tous les matins, il récupère, lit, trie, classe, synthétise les différents renseignements reçus des agents et des sites d'écoute. Fleming est devenu un gratte-papier. On est loin, très loin, de la vision romanesque qui inspireront les aventures de 007 entre voyages aux Bahamas et cocktails au casino. Mais si cela pourrait repousser n'importe qui, en vérité Fleming adore ça. Il se sent alors, comme il s'est senti à Moscou, un être privilégié. J'ai partagé tous les secrets avec lui, de sorte que si je me faisais assommer, quelqu'un d'autre serait capable de ramasser les morceaux. Cette phrase, ressortie par l'amiral Godfrey lors d'une interview, après la Seconde Guerre mondiale, montre toute la confiance qu'il avait au sujet de son aide de camp. En gros, Ian est exactement à la place qu'occupera plus tard, dans les livres, le personnage de Miss Moneypenny. Entre secrétariat et femme de confiance, entre hiérarchie et sympathie. Qu'est-ce que je ferais sans vous, Miss Moneypenny? Merci. Pour gérer sa lourde charge de travail, Ian est également secondé par un autre homme un peu plus âgé que lui, le capitaine Charles Drake, qui est théoriquement l'officier supérieur de l'endroit, un brillant officier de la marine qui fut handicapé lors d'une explosion. Le NID est en soi une véritable mine d'étonnement. Il y rencontre par exemple un certain Charles Fraser Smith, un fonctionnaire qui officiellement travaille au département des fournitures textiles, mais qui officieusement fabrique des gadgets pour le compte des services de renseignement. Les 10 objets sont alors insignés du nominatif de gadget Q, ce qui inspirera bien évidemment le célèbre Q de James Bond. La lettre Q, quant à elle, est en réalité une référence aux Q-boats, des navires de guerre de la Première Guerre mondiale qui se faisaient passer pour des navires marchands, cibles préférées des sous-marins ennemis, mais qui cachaient secrètement un très lourd armement. Une fois que le sous-marin ennemi était attiré par ce leurre, pris au piège, le Q-boat sortit ses armes et coulait son ennemi. Certains de ces gadgets Q comprenaient un blaireau à barbe qui pouvait être dévissé pour stocker des matériaux importants, tels qu'une carte ou une boussole. Des lacets de chaussures pourraient être convertis en scie à métaux, ou encore des briquets appareils photo, ou encore d'autres accessoires de sauvetage comme des mini-bouteilles de gaz servant à regonfler un gilet de sauvetage, ou la mise au point d'un colorant fluorescent pour mieux repérer les survivants lors d'un crash en pleine mer. L'un de ces autres joujoux était des balles de golf creuses, qui inspira Ian pour y cacher des pierres précieuses dans son roman « Les diamants sont éternels », ou encore la possibilité de dissimuler une lame dans une semelle, comme la chaussure empoisonnée de Rosa Klebb dans Bon baiser de Russie, ou encore dans Goldfinger. Mais l'un des coups les plus aboutis de Fraser Smith était sans nul doute la création d'un sarcophage dénué d'oxygène pour préserver un cadavre pendant plusieurs jours sans réfrigération. Le malheureux cadavre, donnant l'illusion d'être mort depuis peu de temps, fut largué avec de faux papiers au large des côtes portugaises et récupéré par les Allemands. Il avait sur lui de faux papiers montrant que le débarquement aurait lieu en Grèce et non en Sicile. Cette opération fut célèbre après-guerre au cinéma sous le nom de code Mincemeat ou chair à pâté. Ce plan permit en l'occurrence l'opération Husky en 1943, le débarquement des forces alliées en Sicile à la place de la Grèce ou de la Sardaigne
comme indiqué sur les faux documents. Elle fut entre autres suggérée au début de la guerre, parmi d'autres idées, rédigée par Ian Fleming dans un mémo qui fit paraître au service de Godfrey. Le mémo Truth, ou en français mémo Truite. Godfrey fit publier dans l'état-major ce fameux mémo, qui était un récapitulatif de 54 stratégies à adopter contre l'ennemi, et qui était signé d'un F comme Fleming. Et puis nous le verrons, Fleming eut d'autres responsabilités encore. Ian était alors fasciné par l'imagination de ces hommes à concevoir des éléments détournés et des armes cachées comme le faisait un autre inventeur de génie, Robert Churchill. S'il succède à Q, il doit s'appeler R. Qui avait fabriqué un stylo cachant une sorte de pistolet à gaz et qui, comble du luxe, pouvait, selon la cartouche insérée à l'intérieur, être létal ou soporifique. Alors là, bravo. D'autres membres des services secrets étaient experts dans le combat et auraient même appris à Fleming, selon ses dires, à tuer un homme à main nue. Et puis, il y a eu aussi le colonel Leslie G. Cardew-Wood, de la station 12, encore appelée Aston House, qui lui était davantage spécialisé dans les explosifs. Stylo plume, c'est une grenade catégorie 4. 3 clics, vous amorcez 4 secondes de mèche. Encore 3 clics, vous désamorcez. Ce fut ici que fut utilisé et mis au point le plastique explosif. Mais aussi les petits véhicules, comme un canoë qui pouvait se reconvertir en véhicule de plongée sous-marine. Vous espériez un stylo à billes qui explose? On ne donne plus trop dans ce genre de truc. Le personnage de Q n'est jamais montré dans les romans, ou plutôt, il est juste mentionné. Il s'agit de la section Q en général, la Q branch. Alors que dès le premier épisode des films, James Bond contre Dr. No, on a affaire à l'armurier, le Major Boothroyd, qui va se confondre avec l'ingénieur pour donner le même personnage. Q agit alors comme un allié pour Bond, pas comme un supérieur à proprement parler, mais comme un pédagogue, un professeur. Il lui donne des conseils, le moralise. Un peu d'attention, 007. J'ai toujours essayé de vous enseigner 2 choses. La première, ne jamais laisser voir qu'on est blessé. Et la seconde? Toujours avoir un plan d'évasion. En fournissant ces gadgets, Q permet à 007 de sortir de situations inextricables normalement, agissant scénaristiquement parlant comme de véritables Deus ex machina ou des miracles improbables. Dans la littérature comme dans les films, Q et ses gadgets sont alors comparables aux mentors, aux magiciens et à ces objets magiques qu'il confie au héros avant son aventure. Il est un personnage universel et intemporel de toutes bonnes histoires. Comme les dieux qui fournissent les armes à Persée pour pouvoir vaincre Gorgone, jusqu'à Panoramix et sa potion magique. Du druide Merlin et de ses sortilèges, à l'ancien Jedi Obi-Wan Kenobi maîtrisant la force. Il est alors intéressant de comprendre comment et de quelle manière Ian Fleming, au travers de ses écrits, a réussi à transposer l'archétype du roman merveilleux de chevalerie à une situation qui émane de réalité. Car les gadgets et leurs concepteurs, eux, sont réels. Les espions également. Mais dans les romans comme dans les films, l'analogie est alors magnifiquement retranscrite. Car dans les œuvres de Fleming, et plus encore dans les films, la technologie et la science ont tout simplement remplacé la magie et le surnaturel. Ah, vous avez pu recoller toutes les pièces de la Lotus? La locomotive de vos sarcasmes devrait bien épargner le matériel maison 007. Sans lui, vous seriez moins flambard en mission. J'en conviens aisément. Le Dr. No du film exploite la radioactivité, devenue ici, pour le profane, une source mystérieuse de pouvoir. Tout comme celui du livre exploite les ondes radar, et qui, tous deux, se font protéger par un dragon, lui aussi mécanique. Quant à l'amiral Godfrey, il deviendra M, le chef de la section 00 et le patron de James Bond. Ce dernier invoquera que Fleming l'avait alors dépeint comme un être peu recommandable. En rentrant au Nid, Fleming pénètre une fois encore dans un monde inconnu, plein de surprises, d'imagination et d'intelligence. D'ailleurs, il ne se gêne pas pour montrer qu'il ne fait pas partie du même monde. Il court-circuite régulièrement les différents secrétariats
pour appeler directement un membre éminent ou avoir l'habitude de répondre par lui-même aux mémos quelquefois virulents du Big Boss, Winston Churchill. Et de ne pas s'en émouvoir plus que cela. Car au fond, quand on y pense bien, il a passé son enfance avec la nécrologie de son père écrite par Churchill lui-même, placardée au-dessus de son lit. Au fur et à mesure des années, on peut dire que ça crée des liens. Septembre 1939, la Grande-Bretagne rentre en guerre.